C'est un feuilleton fou dont peut-être seule la France a le secret. Hier, le Conseil des ministres a donc adopté une surtaxe pour les grandes entreprises, une surtaxe qui est censée pallier un manque à gagner pour l'État, manque à gagner qui est lié à l'annulation d'une autre taxe, celle sur les dividendes, mise en place sous le quinquennat de François Hollande. Taxe sur les dividendes qui depuis a été annulée. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle était illégale. Bref, l'État a touché 10 milliards d'euros et il doit les rembourser, évidemment. Il n'en a pas les moyens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une autre taxe. 320 entreprises sont concernées. Ces taxes, évidemment, elles suscitent le débat et ça va être le thème du débat aujourd'hui ici dans Ecorama avec vous, Henri Sterdignac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE et puis à ma droite, Denis Ferrand, le directeur général de COE Rexecode. Bonjour. Donc, Henri Sterdignac, est-ce que la création de cette taxe, elle est légitime pour vous? Est-ce qu'il fallait la créer, cette surtaxe? Disons que nous n'avons pas le choix. Enfin, la France est obligée de passer cette année sous le seuil des 3% de déficit. Alors effectivement, on aurait pu dire, après tout, ce 3%, c'est complètement arbitraire, on ne le respecte pas. Il se trouve que, pour des tas de raisons, le gouvernement estime qu'il faut absolument respecter ce seuil de 3%. Et dans ces circonstances, il fallait absolument trouver 5 milliards. Et c'est une manière relativement avec peu d'impact sur l'activité que de récupérer ces 5 milliards sur les très très grosses entreprises. Ça veut dire qu'on avait deux choix, ou encore une fois rater l'objectif qu'on a promis à Bruxelles depuis des années et que l'on n'a jamais tenu, il faut quand même le dire, ou alors créer une nouvelle taxe. Pour vous, Denis Ferrand, est-ce qu'il fallait la créer? Est-ce qu'il valait mieux pas rater encore une fois le rendez-vous de Bruxelles? Finalement, ça fait des années qu'on le rate et qu'on ne nous dit rien. C'est vrai qu'entre le choix des engagements européens et la détermination sur une politique fiscale qui est assez balisée, parce que on parle aujourd'hui d'une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. N'oublions pas que l'année prochaine, l'impôt sur les sociétés doit diminuer pour les 500 000 premiers bénéfices. Donc, on va préciser que donc, la surtaxe, l'impôt sur les sociétés, c'est 33,3%. En fonction du chiffre d'affaires, ça va être 5 ou 10 points de plus pour les grandes entreprises. 10 points, c'est colossal. Tout à fait. On va avoir un taux facial d'impôt sur les sociétés de 43%, puisqu'on ajoute 20% de surtaxe. Donc il y a un choix de tenir des engagements européens, qui est celui qu'a martelé à plusieurs reprises le président de la République, face à celui qui consiste, face à une opportunité, face à une démarche qui consiste à avoir un prélèvement absolument pas anticipé par les entreprises. C'est la première fois que l'on voit une loi de finances rectificative être présentée au mois de novembre pour une adoption d'une mesure qui se fait sur l'ensemble de l'année 2017. Donc en termes de prévisibilité, on est complètement dans le brouillard. Et on a joué complètement l'enjeu européen qui aurait pu peut-être faire l'objet de plus de tractations et sans doute y avait-il d'autres solutions. Il y avait des propositions qui étaient sur la table, il y avait des entreprises qui avaient proposé, mais pourquoi ne pas imaginer un crédit au gouvernement? Henri Sterdignac, il n'y avait pas d'autre solution pour vous? On n'avait pas d'autre choix? Effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Le premier choix, évidemment, mais c'est un choix politique important, ça aurait été de dire à Bruxelles, arrêtez de nous embêter avec ces malheureux 3%, ce chiffre est complètement farfelu, ça dépend de conventions comptables, donc on n'en tient pas compte, et voilà. Bon, le problème, c'est que ça présentait mal. Évidemment, du point de vue économique, on sait très bien que c'était jouable, mais du point de vue de Bruxelles, c'était pas jouable. Alors, notre solution... Naïvement, j'avais envie de vous dire, il y a une autre solution, c'est de baisser les dépenses. Oui, non, on ne peut pas baisser les dépenses. Comme vous savez, 2017, on est le 1er novembre. On ne peut pas baisser les... On ne pouvait pas trouver 10 milliards en 2 mois. On ne peut pas trouver... C'est difficile. Il faut trouver 5 milliards. Il faut trouver 5 milliards. Donc voilà. Donc on ne peut pas trouver 5 milliards en urgence en baissant les dépenses. On a bien vu ce qu'a donné la baisse de 5 € des APL, la réduction des crédits militaires. À chaque fois... ça fait des drames. On ne peut pas dire aux hôpitaux, à partir du 15 décembre, on ne soigne plus. Voilà, on peut pas. Donc, on ne peut pas dire aux enfants. Bon, donc tout ça, on ne vous accueille plus à l'école. Donc tout ça, ce n'est pas possible. On a besoin de 5 milliards et naturellement, c'est dans les grandes entreprises qui ont quand même, pour certaines, une trésorerie abondante, qui ont des facultés d'avoir du crédit, qu'on peut le trouver sans beaucoup d'impact sur
sur l'activité. Alors Denis le problème, Allez-y, terminez. c'est que ça montre, une fois de plus, que, comme on l'a dit, la fiscalité en France est rétroactive. On va C'est en parler. rétroactif. On voit Denis bien Ferrand, qu'il une n'y a pas réflexion. beaucoup d'inventivité. Effectivement, quand on est face à un problème, eh bien, on va trouver une solution qui est extrêmement simple, essayer de faire sortir de l'argent le plus rapidement possible d'entreprises qui n'étaient pas en mesure de le budgéter. Et puis surtout, il y a ceux qui sont gagnants. Parce que pourquoi est-ce qu'on doit faire ce prélèvement? C'est parce qu'aujourd'hui, dès à présent, des entreprises peuvent demander le remboursement de ce qu'elles ont versé précédemment avec cette taxe sur les dividendes. Or, ce ne sont pas les mêmes entreprises qui vont recevoir le remboursement et celles qui vont devoir payer. Il y a même par exemple des entreprises, le secteur des mutuelles est présenté comme un secteur qui ne verse pas de dividendes ou très peu, mais qui en revanche réalise des bénéfices. Et bien ce secteur-là, lui, ne va pas être gagnant à la restitution de ce qui aura été précédemment perçu, mais en revanche, il va être clairement perdant par des impôts additionnels qu'il va devoir verser. Alors tout ça, ça pose plein de questions. D'abord, on pourrait refaire l'histoire et dire la taxe sur les dividendes, tout le monde savait le jour où elle a été instaurée qu'elle était illégale. Pourquoi est-ce qu'on a persisté dans cette voie et qu'on a créé cette espèce de chose totalement absurde, sachant que finalement, on chargeait la barque de ceux qui allaient suivre? Henri Stardignac. D'abord, vous dites que tout le monde le savait, mais justement, tout le monde ne le savait pas. Il faut rappeler qu'en 2012, la loi a été déférée devant le Conseil constitutionnel. Si elle a été déférée, c'est qu'il y avait un doute. Non, et que... absolument pas. Toute la loi fiscale, dans son ensemble, a été déférée devant le Conseil constitutionnel, qui n'a pas remarqué le problème. Il faut rappeler aussi que pendant des années, il y avait un taux d'IS différent pour les dividendes et pour les profits non distribués. Tout ça vient du fait que l'État s'est mis maintenant dans une situation tout à fait pénible parce que d'un côté, on doit respecter des règles européennes qui sont extrêmement contraignantes et d'autre part, on a des entreprises... On est bien les seuls à ne pas les respecter entre nous. On a des entreprises qui ont des services juridiques extrêmement performants. Généralement, les avocats d'affaires actuellement, les services juridiques de ces grandes entreprises sont dirigés par d'anciens membres du service de la législation fiscale de Bercy, ce qui bien sûr pose un petit problème, et du coup, l'État a beaucoup de mal à s'en sortir. Sauf que là, ce que nous dit Denis Ferrand, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Oui, c'est parce qu'on touche encore du doigt une des difficultés de notre système fiscal d'une manière générale, c'est sa très grande versatilité, sa relative imprévisibilité. Et ce ne sont pas que les entreprises françaises, enfin les entreprises présentes en France qui le disent, mais ce sont également des entreprises qui sont localisées à l'étranger, qui nous disent, enfin nous en avions rencontré plusieurs il y a quelques temps, et qui nous disaient, mais arrêtez de bouger tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de remettre sur le chantier votre structure de fiscalité. Vous perdez en prévisibilité, vous perdez surtout en simplicité. Donc, ça veut dire que cette surtaxe, elle peut créer une baisse de confiance de la part des entreprises. Ça veut dire une baisse d'investissement, ça veut dire une baisse des investissements dans la recherche et le développement. Ça veut dire qu'elles vont peut-être embaucher moins parce qu'elles se disent on nous fait des promesses et on ne les tient toujours pas. Et même ce nouveau gouvernement-là dans lequel on pouvait avoir relativement confiance, ou en tout cas à qui on pouvait donner quelques gages parce que c'était un nouveau gouvernement, et bien celui-là non plus, on ne peut pas lui faire confiance. Avant de parler des conséquences sur l'investissement, sur la R&D, qui là évidemment se verrait beaucoup plus tardivement, c'est déjà effectivement dans un premier temps ce message qui est extrêmement brouillé. Il y a une feuille de route qui a été tracée. Cette feuille de route, eh bien, on en a déjà un premier accroc, on a un premier tête à queue sur cette feuille de route et le message, oui, est désormais quand même beaucoup moins clair. Henri Stardignac, c'est un accroc dans la charte de confiance. D'abord, il faut rappeler quand même que les entreprises sont gagnantes. On leur rembourse 10 milliards globalement. On rembourse 10 milliards, on leur reprélève 5. Donc globalement, les entreprises vont gagner. Sauf que certaines disent qu'on n'aurait jamais dû leur prélever les 10. Il y a quand même 5 milliards de gagner. D'autre part, il ne faut pas oublier que si la France actuellement tangente les 3%, c'est parce qu'on a décidé de réduire de 40 milliards la fiscalité sur les entreprises. C'est ce tournant qui fait que Hollande n'a pas respecté sa feuille de route et que du coup, on se retrouve à tangenter en permanence les 3%. Et bon, il faut rappeler, pour une fois défendre le gouvernement, que le gouvernement annonce des baisses importantes du taux de l'IS qui devrait atteindre 25% en 2022. Mais le problème, bien sûr, c'est qu'il faut quand même, quand même laisser certaines marges de manœuvre au gouvernement. Il y a des accidents, etc. Il faut pouvoir les gérer. Et quand la règle de 3%, elle n'est pas bonne parce qu'elle ne permet pas
la souplesse, elle permet pas la souplesse nécessaire. Et par ailleurs, il faut rappeler, on peut le regretter, qu'en France, la fiscalité est rétroactive, c'est-à-dire que au dernier trimestre de l'année, on décide de la fiscalité portant sur l'ensemble de l'année, et donc on peut augmenter l'IR ou l'IS. Oui, parce qu'on voit bien qu'on se dit en même temps, on ne peut pas décider 2 mois avant la clôture de l'exercice de baisser brutalement les dépenses publiques. En revanche, on se permet de bouger la fiscalité des entreprises. Donc c'est quand même un peu surprenant comme mode de fonctionnement. Et puis surtout, on regarde là l'évolution, le film sur l'évolution du taux des prélèvements sur les entreprises, mais n'oublions pas quand même le niveau auquel on se situe. On a quand même un niveau de prélèvement sur les entreprises qui est radicalement différent en France de ce qu'il est, pour aller chercher très loin, en Allemagne, en Espagne, en Italie. On est à 16,4 points de prélèvement, 16,4 points de PIB de prélèvement sur les entreprises. On est aux environs de 9,8 dans le cas de l'Allemagne et aux environs de 12 et 13 en Italie et Espagne. Alors, malgré tout, on dit que les entreprises, elles râlent, on peut les comprendre d'un côté, et puis il y a des patrons qui disent « Eh ben non, c'est normal, il faut payer, c'est un acte citoyen ». C'est le cas de Thierry Breton. Alors, c'est l'ancien ministre des Finances, c'est aujourd'hui le patron d'Atos, et cette semaine, sur les ondes, il a dit « Non, moi je suis d'accord pour payer, ça ne me pose aucun problème ». Est-ce qu'il faut, alors on va réduire la Légion d'honneur à Thierry Breton là déjà, mais est-ce qu'il faut lui remettre une médaille à Thierry Breton? Je pense que Thierry Breton, d'un certain côté, a raison. On a... Le patronat a quand même la chance d'avoir un gouvernement qui est très favorable au patronat. Il faut le dire. Voilà. Donc le gouvernement est très favorable au patronat et donc ça serait bien que les grandes entreprises soient un peu sympathiques et qu'elles ne fassent pas d'histoire. Là, on leur donne 10, on leur prend 5. Bon, voilà, c'est pas... Mais dans l'ensemble, on a quand même des tas de mesures qui sont dans le sens de ce que demande le MEDEF, la suppression de l'ISF, le PFU, la baisse du taux de l'IS, tout ça. Voilà, donc les gagnants, ils doivent quand même être un peu sympathiques. C'est eux qui ont gagné. Le patronat a réussi à imposer ses vues. Eh bien voilà, c'est pas dramatique. Ça concerne que les plus grandes entreprises. Bien sûr, on peut dire c'est débile. Parce qu'après tout, l'État aurait pu prendre ça à sa charge. Mais voilà, il y a le problème des 3%. Il faut sécuriser les 3%. Voilà, donc on comprend quand même que Thierry Breton soit responsable. Il est plus responsable que les boîtes qui vont... Thierry Breton, est-ce que finalement, qui vont porter ça en c'est pas justice. aussi une façon de réconcilier l'image des grandes entreprises avec l'opinion publique et de dire, bah oui, de temps en temps, on passe à la caisse et c'est pas très grave? On passe à la caisse, c'est pas très grave. On passe quand même beaucoup plus à la caisse en France que dans les autres pays européens. Et là, c'est quand même un élément. Mais ça, il ne remet pas en cause d'ailleurs. C'est un élément de distinction quand même fondamental quant à l'attractivité relative. Et aujourd'hui, les baisses d'impôts qui sont anticipées vont dans le sens de la réduction de l'écart. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de cadeau de ce point de vue quand on prélève un peu moins. Alors qu'on est dans une situation qui est fondamentalement déséquilibrée. Et puis, rappelons-le, c'est une correction. Le prélèvement additionnel vient corriger quelque chose qui n'aurait pas dû être perçu. Maintenant, est-ce que l'attitude qu'évoque M. Breton sera-t-elle généralisée? Je ne sais pas. Le risque de contentieux derrière le contentieux qui lui-même corrigeait un contentieux, les risques de contentieux sont quand même encore extrêmement importants. Et d'ailleurs, pour terminer, on va dire qu'il y a... En 2012, le gouvernement aurait très bien pu décider d'augmenter le taux de l'IS de façon générale ou d'augmenter de façon générale et on n'en serait pas là. Le taux de prélèvement sur les dividendes reçus par les ménages, on n'en serait pas là. Le gouvernement a voulu faire une petite astuce, c'est-à-dire une astuce pour décourager la distribution de dividendes. C'est pas autorisé. Maintenant, il sait. Il faut ou soit augmenter l'IS, soit augmenter directement la taxation sur les ménages. Il ne faut pas trop d'inventivité fiscale. Voilà, et vous parlez de contentieux, il y a déjà des entreprises de l'Ouest de la France qui ont choisi de porter tout cela devant la justice. Il faut bien savoir. Un nouveau mot qu'on aura appris, et c'est terminé, la concussion, c'est-à-dire la perception illégale de recettes fiscales. Merci beaucoup, messieurs, Henri Sterdignac, Denis Ferrand, d'être venus débattre de ce sujet dont on reparlera, c'est sûr, sur Ecorama, sur Boursorama aujourd'hui.